Donc là, je pense qu'on peut commencer. Ich glaube, wir können langsam beginnen. Je pense qu'on va pouvoir commencer. En français et en allemand. Ich werde am Anfang kurz in beiden Sprachen sprechen, erkläre Ihnen die Technik. Donc, je vais vous expliquer la technique parce qu'on a une interprétation simultanée et comme ça, vous pouvez profiter de cette interprétation. Alors, pour tous celles, donc pour celles et ceux qui parlent français, vous avez en bas dans la barre un petit bouton qui dit interprétation. Là, vous pouvez cliquer, vous allez voir les deux langues, donc français, allemand. Si vous cliquez, donc il faut cliquer sur votre propre langue, français dans ce cas, et vous allez entendre le son original en français, donc l'intervenant en français, son original, et l'intervenant allemand, vous allez entendre l'interprète. Okay. Auf Deutsch das Ganze nochmal. Sie haben unten. Je vous donne les informations en allemand. En bas, vous avez le bouton interprétation, c'est l'icône du petit globe. Vous pouvez cliquer sur ce globe. Vous pouvez ensuite cliquer sur votre propre langue. Donc pour vous, pour les Français, le français, pour les Allemands, l'allemand. Vous entendrez toujours la version originale lorsqu'on parle français, mais les intervenants allemands et tout ce qui est dit en allemand, là, vous entendrez l'interprétation. Okay. Sie können eigentlich ab jetzt darauf klicken, dann werde ich jetzt. Vous pouvez cliquer tout de suite sur ces boutons. Donc, est-ce que les Français parmi vous m'entendent bien et entendent l'interprétation? Eh bien, dans ce cas, je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette nouvelle édition du dialogue citoyen entre les villes d'Aix-en-Provence et Tübingen. C'est un projet du Centre franco-allemand de Provence que je représente ce soir et l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen et un partenariat également entre les deux villes, Tübingen et Aix-en-Provence, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Je suis ravie qu'on puisse continuer ce projet qui existe depuis 2 ans, qui est donc à sa 3e année. C'est un projet qui s'est vraiment établi. C'est une plateforme d'échange formidable sur laquelle on peut discuter très concrètement de sujets qui concernent concrètement nos deux communes. Pour nous, c'est un projet d'une importance capitale. Je vous remercie donc. J'aimerais remercier tous nos partenaires qui sont ici avec nous pour leur soutien à ce projet. Donc, du Centre franco-allemand de Provence, en mon nom, je vous souhaite une discussion passionnante et je donne la parole à ma collègue de Tübingen, Ariane Batutovan, directrice de l'Institut franco-allemand de Tübingen. Merci Fabienne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Ariane Batutovan, la directrice de l'Institut culturel franco-allemand à Tübingen. Je suis également ravie que ce dialogue ait lieu ce soir encore pour la 3e année consécutive. Et c'est une manière de reprendre les discussions qui ont débuté déjà depuis 1960, au tout début de notre partenariat avec Aix. Nous avons déjà abordé, en tout cas dans ces discussions en ligne qui ont été créées au moment du Covid, nous avons déjà discuté des villes vertes et aussi de la vie étudiante, par exemple. Voilà, donc je suis vraiment très, très heureuse ce soir aussi de la participation de nos invités sur ce sujet qui nous intéresse énormément. Voilà, j'ai hâte d'en savoir plus et je passe aussi donc la parole à Fabienne de nouveau pour la suite des Begrüßung, des mots de bienvenue. Merci. Ich gebe das Wort auch gleich weiter. Moi, je redonne directement la parole à Christopher Blum, directeur du département culture et relations internationales de la ville de Tübingen. Bonsoir à tous.
Je vous souhaite la bienvenue de Tübingen, bienvenue à Aix-en-Provence et bienvenue également à tous ceux qui ne sont ni à Tübingen mais à Aix-en-Provence et qui sont avec nous et dont j'espère qu'ils discuteront avec nous. C'est une très belle journée de printemps qui s'achève chez nous et on a du soleil. J'espère que chez vous, dans le sud de la France, c'est la même chose. Alors, Madame Batutovan l'a dit, ce n'est pas le premier dialogue citoyen que nous menons aujourd'hui. C'est le numéro 5, donc c'est la 5e édition de ce dialogue citoyen. Alors, on a parlé des différents sujets. Aujourd'hui, l'objectif, c'est un petit peu d'aller se tourner vers l'avenir, smart cities, passage à l'ère numérique, le numérique, comment rendre le numérique utile et que ce soit un succès pour les habitants de nos villes. Et puis pour voir également vous, citoyens et citoyennes d'Aix et de Tübingen, qu'est-ce que vous voyez comme potentiel dans ce procédé, dans ce passage à l'ère numérique et digitale? Alors, bien sûr, quand on parle de numérique, il faut toujours peser le pour et le contre. Donc, j'ai hâte de savoir ce que nos deux intervenants vont avoir à nous dire ce soir. J'ai un peu l'impression qu'à Tübingen, nous sommes encore qu'au début et qu'on est encore vraiment au début de cette courbe d'apprentissage. Donc, j'ai hâte de savoir ce qui est fait et quelles sont les suggestions qu'on va avoir de la part d'Aix-en-Provence. Alors, les partenaires ont déjà été cités. Je suis ravie que ce projet fonctionne aussi bien. Et je vois qu'il y a un certain nombre de gens qui se sont connectés pour discuter ce soir. J'espère que nous pourrons, comme ça, nous motiver, nous inciter mutuellement, nous suggérer des choses. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Dank, Herr Blum. Un grand merci, Monsieur Blum. Fernandez, maire adjointe en charge des affaires européennes à Aix-en-Provence. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfait. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, ben, effectivement, quand on parle la dernière, l'avantage, c'est que tout a été dit et très bien dit. Donc, je suis vraiment extrêmement ravie de vous retrouver pour cette 5e édition du dialogue citoyen ex-Tübingen qui s'inscrit cette année, en tout cas ce 5e, dans ce joli mois de l'Europe. Donc, voilà, c'est ce rendez-vous qui rapproche encore une fois les citoyens de France et d'Allemagne. Et vous l'avez dit, moi je suis et la ville est très fière et très heureuse de cette dynamique, de cette coopération. Et je tiens à saluer encore les partenaires et remercier le Centre franco-allemand à chaque fois et l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen pour cette dynamique et la qualité de ces dialogues et de ces échanges. Comme vous le dites, il y a des fois, alors on a eu la végétalisation, on a eu les mobilités douces, où effectivement, des fois, notre ville paraît un peu beaucoup à apprendre en tout cas de la vôtre. Bon, ben là, je vous entends avoir hâte parce que peut-être que nous sommes soit un petit peu en avance, soit en tout cas égaux sur ce thème-là. En tout cas, voilà, c'est pour ça que ces échanges sont faits et c'est encore une fois une fierté que de pouvoir avoir cette dynamique entre nos deux villes. Je suis ravie aussi parce que toutes les équipes de la ville s'investissent à travers ces dialogues citoyens. Et ce soir, on peut compter sur la présence de Jérôme Richard, qui est le chef de département innovation du système d'informatique et d'information de la mairie, et qui va partager donc avec l'ensemble des internautes les nombreux projets menés à Aix. Et encore merci à lui d'être là. Je vois aussi que nous sommes assez nombreux et ça c'est vraiment sympa et chouette de voir tout le monde. Vous dire que jusqu'à la fin du mois de mai, du côté d'Aix-en-Provence, il y a plus d'une trentaine d'événements qui sont prévus sur le temps du mois de l'Europe. D'ailleurs, des conférences, des temps d'échange, bien sûr, aussi de la musique, du théâtre et même de la danse. Cette année, du sport et notamment, du coup, on va recevoir sur Aix-en-Provence la sélection allemande de water-polo des U15. Donc, voilà, c'est aussi, encore une fois, ce lien qui nous unit avec l'Allemagne.
Et voilà, pour inaugurer ce mois, la ville organise aussi un temps gastronomique, festif, qui sera le premier festival food truck au parc Rambaud. Donc, j'en profite pour signaler aux Aixois qui nous écoutent, rendez-vous au parc Rambaud ce vendredi de 18h à 22h pour la première édition de ce festival food truck. Et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, voir tous les événements sur la page aix-en-provence.fr qui se passeront sur le mois de l'Europe à l'occasion de la fête de l'Europe. Voilà, je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous un très bon dialogue citoyen. Merci encore. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ces mots très gentils. Ich würde jetzt alle bitten, die... Bien, maintenant, je vais demander à tous ceux qui, pour le moment, donc, ne font pas partie de la discussion, ne discutent pas, merci d'éteindre vos caméras et bien sûr de couper vos micros. Ensuite, il sera bien sûr possible de rallumer votre vidéo lorsqu'on arrivera à la partie d'échange si vous voulez poser des questions. Sur ce, je donne la parole à notre animatrice ce soir, Charlotte Noblet. Alors, si vous connaissez nos manifestations et notamment nos manifestations en ligne ces dernières années, vous la connaissez peut-être déjà. Elle est journaliste indépendante, a entre autres travaillé pour la Deutsche Welle et pour bien d'autres institutions. C'est la meilleure animatrice. Nous sommes ravis de travailler avec elle. Charlotte, tu as la... Bonsoir tout le monde, aux habitués et aux nouvelles personnes qui nous rejoignent depuis les différentes localités pour ce nouveau dialogue citoyen qui est le 5e de la série entre les villes jumelées d'Aix-en-Provence et de Tübingen. On va parler ce soir des Smart Cities, en bon français, les villes intelligentes. Smart City, c'est un concept qui est assez fourre-tout parce qu'il en va de l'usage des fameuses TIC, les technologies de l'information et de la communication à l'échelle de la ville. Ça veut dire qu'on numérise les processus de travail, qu'on dématérialise les services, ce qui change les relations aux usagers et aux usagères. Tout devient moderne, tout devient smart. Alors, certains parlent d'une ville qui est connectée, qui correspondrait à un nouveau mode de vie urbain, numérique, accessible, participatif. La Smart City est aussi présentée comme une ville durable qui permettrait des économies d'énergie, qui serait écolo. Et d'autres mettent davantage l'accent sur les nouveaux challenges des Smart Cities autour de l'exploitation des data, des données, et notamment sur la gouvernance de la chose publique. Voilà, c'est beaucoup de thèmes. Nous allons en parler ce soir avec les représentants des deux villes, d'Aix et de Tübingen, pour savoir comment ces deux villes utilisent dans un premier temps les nouvelles technologies dans leurs administrations et dans leurs relations avec les habitants, les citoyens, les citoyennes, qu'on appelle de plus en plus les usagers et les usagères. Comment les villes redéfinissent leurs relations justement avec leur public, voire avec les acteurs du privé. Il y a des nouveaux challenges qui voient le jour en ce qui concerne la gouvernance. Et en quoi ces technologies permettent ou non des économies d'énergie à l'échelle locale. Voilà, donc Fabienne l'a expliqué en introduction, la rencontre est organisée par le Centre franco-allemand de Provence en coopération avec l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen, avec la ville d'Aix-en-Provence, la ville de Tübingen et avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. On a avec nous M. Ulrich Vossler, qui est directeur du service du cadastre et de la géo-information de la mairie de Tübingen. Monsieur Vossler, bonsoir. Guten Abend, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également, pour représenter la mairie d'Aix-en-Provence, Monsieur Jérôme Richard, qui est le chef du département innovation et système d'information de la mairie d'Aix-en-Provence. Monsieur Richard, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Heureux de participer à cette soirée. Et comme ça a été présenté en introduction, vous avez la possibilité d'entendre le dialogue citoyen à la fois en français
et en allemand, en français ou en allemand. Vous pouvez choisir votre version grâce au petit bouton interprétation qui est en bas de votre écran. Et vous aurez, si vous écoutez la voix en français, vous entendrez Juliette Caté à l'interprétation et en allemand, vous aurez la voix de Madame Gabi Holling. Voilà, merci pour le travail d'interprétation et des traductions. Alors, on va passer par le premier, par des projets qui sont mis en place à la fois par les mairies d'Aix et de Tübingen. On va commencer par ce qui est peut-être le plus visible au niveau du public, à savoir des usages des données, parce que chaque mairie a déjà des banques de données qui existent, hein, même avant de travailler de manière numérique, on récolte des données pour travailler dans les administrations. Et il y a des usages qui sont beaucoup plus faciles à voir que d'autres. Je vais donner la parole à Monsieur Fossler, des données qui peuvent être rendues plus accessibles, hein, puisque le but d'une Smart City, dans une de ses nombreuses définitions, c'est de rendre, de numériser ses services, de les moderniser et d'améliorer le service rendu aux citoyens. Il y a un usage que la mairie de Tübingen a mis en place qui peut être utile, par exemple, aux automobilistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Ja, da kann ich gerne was dazu Oui, oui, je peux vous dire quelques mots avec plaisir. Alors, pour commencer, je viens du domaine de la construction, moi, donc je ne viens pas des départements informatiques, mais ce sujet des smart cities, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas encore très important chez nous. Néanmoins, j'ai quand même cherché quelles sont les petites choses qui pourraient ici avoir leur place. Et donc, personnellement, je m'intéresse beaucoup à ce sujet de la ville intelligente. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites à Aix dans ce domaine. Alors voilà quelques mots sur mes attentes. Alors vous m'avez demandé ce que j'entends par Smart City, c'est aussi l'interconnexion de données issues de plusieurs sources différentes pour pouvoir compiler, réunir ces données et les rendre utilisables à la fois en interne et pour les citoyens. Un exemple, et alors est-ce que je veux bien qu'on mette la page 2 de mon PowerPoint. Voilà, ici, vous voyez, on a deux sources de données qu'on a réunies. D'une part, on a notre plan de la ville numérique sur lequel on a indiqué les différents parkings qui sont gérés en régie municipale. Et ici, vous le voyez sur cette diapositive, on voit combien il y a de places de parking disponibles en temps direct dans chaque parking. Ce sont des données qui nous viennent en direct des différents parkings et les citoyens et citoyennes peuvent venir s'informer sur notre site pour voir où est-ce qu'il reste de la place. Vous voyez par exemple une croix rouge, c'est un parking qui en ce moment est en rénovation, il n'est donc pas possible de s'y garer. Et alors, sur les autres parkings sur lesquels nous n'avons pas de données, c'est parce qu'en fait, pour l'instant, ils sont gérés par des exploitants indépendants. Pour l'instant, on a réussi à coupler nos données avec les données des régies municipales. Autre exemple, sur la page suivante. Et ici encore, ce sont les régies municipales que vous allez voir, puisque c'est les bus, toutes les lignes de bus et flottes de bus à Tübingen sont gérées en régie municipale. Et sur le plan de la ville, vous pouvez voir tous les arrêts de bus. Vous pouvez cliquer sur un arrêt de bus. Vous verrez ensuite directement quelles sont les lignes qui y passent. Et avec un deuxième clic, vous avez les valeurs en temps réel. Ce sont les données de temps. Par exemple, là, vous voyez que la ligne 1 vers Hallersberg part dans 1 minute, ou alors la ligne 7 vers Pondorf, il faut attendre 6 minutes. Ce sont les mêmes données que celles qui sont affichées directement dans les arrêts de bus. Alors, vous voyez, c'est une manière d'interconnecter les données en temps réel. Troisième exemple.
sur la diapositive suivante. Alors ici, ce ne sont pas des données en temps réel. Néanmoins, tous les chantiers qui sont actuellement, tous les travaux qui sont actuellement en cours dans la ville, on les a marqués sur le plan de la ville. Et tous les domaines de la ville, donc la régie municipale va ensuite indiquer les travaux qui sont en cours. Et donc, on peut voir, ici, vous voyez par exemple qu'il y a un chantier qui entraîne une rue qui est coupée partiellement, par exemple, et vous avez la durée des travaux avec les dates. Je voulais juste vous montrer comment on a réussi à finalement réunir des données issues d'acteurs et de jeux de données différents et qui sont mis à disposition aux citoyens sur Internet. Monsieur Fossler a présenté sur le site de la ville, hein, www.tübingen.de. C'est une bonne introduction à la matière avec, sur les smart cities, puisque ça correspond à ce qu'en général, en tant que public, on imagine, hein, une numérisation des services, des choses qui sont accessibles en ligne. Alors, on a eu les trois exemples, hein, avec notamment le smart parking qui existe également sur Aix. Et puis, ça, c'est plutôt la ponctualité allemande pour savoir à la minute près à quel moment les différents bus arrivent aux arrêts, ce qui peut être très pratique. Et puis, ensuite, ce qui concerne les travaux avec une coopération, cette fois, des banques de données de la ville et puis des services techniques de la ville de Tübingen. Pour continuer dans les usages, non pas dans les processus internes, mais dans les usages externes, c'est-à-dire qui sont dédiés au public, qui sont rendus accessibles au public. Je voudrais donner la parole à Monsieur Richard pour parler de tous les capteurs. Donc là, on approche un petit peu plus l'aspect technique de la Smart City. Les capteurs qui sont éparpillés dans la ville d'Aix et qui permettent de parler qualité de l'air, température et puis santé publique. Je vais vous donner la parole, Monsieur Richard. Ça correspond à la diapo numéro 6, Fabienne. Ah, 3, d'accord. Ouais, je préfère. Voilà. Bonjour, donc rebonjour à tout le monde. Donc, c'est vrai, j'étais très intéressant là, les différents cas d'usage qu'on vient de voir sur la ville de Tübingen. Et c'est vrai qu'on a tout intérêt à échanger plus souvent parce que je vois que nous aussi, on a développé pas mal de sujets proches de ce que vous faites chez vous. Alors nous, en fait, en 2015, en fait, on s'est beaucoup interrogé avant de lancer un projet de ville intelligence, comme vous avez dit en préambule. Nous, on appelait ça une ville augmentée, comment fournir des services aux usagers de meilleure qualité grâce à des outils plus innovants. Aujourd'hui, c'est vrai que avec l'évolution et les problèmes climatiques, on parle plutôt de comment améliorer, économiser. Donc, il y a déjà eu un peu une variante qui s'est mise en place. Et nous, notre préoccupation de l'époque, c'était de dire, voilà, Aix aujourd'hui, c'est la ville, la Dolce Vita, à dire provençale. C'est la qualité de vie. Donc, on a posé un peu l'ADN de la ville et on a calé en fait nos cas d'usage, nos capteurs, on va dire, sur cet ADN de la ville, en se disant, Aix, on souhaite qu'elle devienne plutôt, comme on le voit sur la photo de droite, plutôt que quelque chose qui va être encombré, saturé, pollué. Donc tout ça, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de Smart City sur étagère. On ne va pas au supermarché, on achète sa Smart City, mais en fait, on la conçoit par rapport aux besoins des usagers. Donc, on a interrogé les usagers et donc on a dégagé 4 axes pour avancer sur ces thématiques-là. Sur ces 4 axes, donc, c'était améliorer le fonctionnement de la ville. Donc, tout ça en dématérialisant nos services internes, que ce soit la finance, l'éducation, l'urbanisme, les marchés publics ou tous les services courriers, etc. Après, on a cherché à faciliter le bien-être en ville,
tout en utilisant nos acteurs économiques qui sont sur Aix grâce à la French Tech qui s'est développée dans ces années-là et une démocratie, on va dire, des participations, une démocratie ouverte ou démocratie participative pour consulter et vérifier que les cas d'usage qu'on développait correspondent bien aux besoins des Aixois et qu'on n'oublie personne aussi. On a notre maire à l'époque, Marie Joassin, puis Sophie Joassin aujourd'hui, et mes 3 élus ont été attachés à ce sentiment qu'une ville, une Smart City, c'est aussi une ville qui doit rester humaine et que les capteurs qu'on met en place sont destinés aux usagers et qu'il y a un intérêt pour eux. Donc, on peut passer à la slide 4, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, on est parti sur plusieurs cas d'usage. Donc, aujourd'hui, on en a plus de 10, mais c'est les 8 principaux que vous découvrez sur cette slide. Donc, plus de 1000 capteurs installés dans la ville. Et donc, ces capteurs, moi, j'ai choisi ce soir de vous présenter 2 cas d'usage qui me paraissent pertinents. C'est les flux piétons et en fait, les cas d'usage autour de la santé publique. Donc, on peut passer à la slide numéro 5. Donc, pourquoi donc, avoir développé des flux piétons, des capteurs qui mesurent en fait, le nombre de fréquentation d'une rue dans la ville et des outils de mobilité, tout simplement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la ville d'Aix, il y a beaucoup de touristes donc, qui viennent régulièrement à partir on va dire, du mois de mars au mois de septembre. Donc, ça fait pratiquement toute l'année. Après, le reste de l'année, il y a aussi les étudiants. Donc, il faut garder cette attractivité naturelle dans la ville et permettre donc, de se déplacer facilement. Bon, pareil, vous avez sur la gauche là, notre appli mobile Aix-ma-ville qui permet de voir le nombre de places libres dans les parkings, comme vous avez développé donc, sur Tübingen. On a aussi une appli Aix-Transport qui permet de se déplacer à l'aide d'un outil multimodal d'un point à un autre dans la ville. Et là, dans le futur, on est en train de développer avec le service voirie toutes les pistes cyclables pour qu'il y ait une facilité donc aussi de développer les déplacements avec des vélos dans la ville et d'offrir aux étudiants et aux touristes un autre moyen de découvrir notre ville. Mais en fait, vous pourriez préciser, pardon, Monsieur Richard, comment vous mesurez les flux piétons et surtout, qu'est-ce que ça vous permet, qu'est-ce que ça permet à la ville dans la gestion de ces rues pour la rendre plus attrayante, plus dynamique? Et ça permet d'aborder l'aspect technique, comment on capte les données, les fameuses données, et puis de voir qu'est-ce qu'on fait avec ces données concernant les flux piétons. Ouais, tout à fait. Donc, on a un manager du centre-ville qui est depuis des années en fait comptait manuellement 2 fois par an le nombre de personnes qui passaient dans telle ou telle rue. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir à l'heure et à la semaine, au jour, au mois, le nombre de personnes qui se déplaçaient dans telle rue pour en fait tout simplement imaginer, voir comment on peut aménager au mieux le commerce dans une ville, un peu à l'image d'un supermarché. Dire, voilà, dans cette rue, voilà, on a un trafic qui est très important, donc on va plutôt privilégier des boutiques de type Sephora ou Fnac, des enseignes grand public, alors que dans des rues moins fréquentées, on peut développer l'artisanat ou des métiers ou des restaurants, etc., qui demandent un peu plus de calme. Donc, c'était son objectif. On a croisé ces données, en fait. Il croise régulièrement ces données avec les données qu'il recueille de la société Orange, qui nous permet de connaître aussi la destination des personnes qui sont dans la ville. Vu que les données Orange sont en fait les données de portables mobiles. Et il peut du coup avoir des statistiques sur l'âge, la provenance
Et tous les mois, il adresse aux décideurs de la ville un bilan à la fois des capteurs, de nos capteurs à nous qui donnent le nombre de passants par rue et aussi des données de parking, puisqu'il peut, les parkings, vous pouvez entrer sur Aix avec un télépéage dans les parkings. Et donc, on peut aussi connaître la provenance des personnes, d'où viennent les personnes. Donc, ce qui permet de fluidifier la circulation dans la ville. Et à terme, avec l'appli que vous avez sur la gauche, Toutex, de connaître aussi les différents commerces de la ville. En interrogeant cette application à partir de son smartphone, on peut trouver autour d'où on est le restaurant que l'on a choisi par rapport à quel type de restaurant on veut aller, et donc de connaître aussi les promotions dans tel ou tel commerce, ce qui est un plus à la fois pour les Aixois, et si vous êtes sur Aix, ça peut permettre, dans le futur, on a aussi un autre projet de dire, vous arrivez sur Aix, vous avez 2 jours, vous avez envie, par exemple, de faire du shopping ou de découvrir les musées de la ville, ou voilà, par rapport aux préférences, ou vous fléchez ce que vous voulez faire, et le système, bon, ce n'est pas du chat GPT, mais il va vous produire un parcours et un itinéraire pour votre journée ou votre séjour sur Aix. Donc voilà ce qu'on a développé à l'aide de nos capteurs. Et vous voyez, au milieu, on travaille avec un écosystème important de startups à la fois locales et aujourd'hui qui sont installés en France, qu'on a lancé aussi, comme voilà, Instant System, ça a été on a été la première ville à installer une appli de transport à Aix. Maintenant, ils sont implantés à Paris, Strasbourg, Bordeaux. Donc, on est assez fiers d'être à l'origine de cette initiative. Voilà, et on essaye donc avoir une logique aussi complètement bicéphale. On travaille pour les services de la ville, c'est-à-dire on améliore, on optimise le travail de la direction du commerce, et en même temps, avec nos applis mobiles et les services qu'on rend aux usagers, on facilite la vie des usagers dans une gestion, d'améliorer la gestion relation usagers, comme vous l'avez évoqué en introduction du sujet. Merci. Donc, vous voyez à travers cet exemple sur les flux piétons que M. Richard vous présente, au niveau technique, il y a deux approches. Soit on a ces capteurs, soit on a les données embarquées. C'était un petit peu, quand on parle des smart cities, des grandes entreprises, qu'on va dans la Silicon Valley, les capteurs, c'était la stratégie d'IBM au tout départ. Et puis, les données embarquées, c'est plutôt la stratégie de Google en recueillant les données des smartphones. Donc, c'est assez intéressant de voir les choses qu'on peut faire avec. Vous pourriez peut-être présenter l'autre exemple sur la santé publique qui repose sur les capteurs, justement, et qui est assez intéressant, ou bien le bruit, de voir comment on peut rendre la ville plus smart avec la disposition des capteurs. Donc, c'est sur la slide suivante. Donc là, on a appelé ce cas d'usage. Voilà, vous avez vu, on travaille, nous, dans une logique cas d'usage par rapport à des politiques publiques. Donc là, on est sur la santé publique. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un projet de ce type, ça peut exister que si les métiers, moi, je suis sur la partie IT du projet, mais sans les métiers qui ont une volonté d'avancer sur les sujets Smart City, il n'y a pas de projet, en fait. Donc la santé publique, on a eu la chance, comme vous l'avez vu sur la piétonisation, sur les projets de comptage piéton, d'avoir quelqu'un qui était sur la santé publique, en plus durant le Covid, c'était monsieur Jean-Luc Duponchel qui a mis en place le centre de vaccination sur Aix, qui a beaucoup travaillé avec nous pour sortir de ce sujet les deux thèmes principaux, qui sont donc des capteurs qui ont été mis en place pour mesurer la qualité de l'air dans la ville. Et chose intéressante, c'est qu'on a même eu une société qui s'appelle Terra,
qui nous a demandé d'installer des capteurs dans les horodateurs, là qu'on est en train de recéter aujourd'hui, 150 capteurs, et qui, eux, imaginent après revendre ces données pour des promoteurs, etc., ce qui permet en fait de dire, voilà, bon, je vais avoir une qualité de l'air dans ce quartier où je vais habiter qui est de ce type-là et valoriser ces données. Alors que nous, en tant que ville, on ne peut pas monétiser les données, on peut être que sur une logique d'open data. Donc, à la fois qualité de l'air, mesure la qualité de l'air, mais aussi les pollens. Donc ça aussi, sur tout ce qui est qualité de l'air, c'est quelque chose d'intéressant pour les usagers parce qu'ils peuvent connaître voilà, les différents. Là, c'est ce qu'il y a en ce moment. Vous voyez, c'est assez rouge sur X entre les graminées, les platanes, les hêtres, les différentes essences qui sont en ce moment assez, c'est assez dur au point de vue pour les asthmatiques, etc. Et donc, cette application peut aussi permettre d'avoir des alertes. Et vous pouvez dire, par exemple, je suis allergique au platane. Eh bien, vous allez avoir une alerte selon les seuils qui va vous arriver sur votre smartphone. Et l'autre intérêt de cette application, c'est qu'en en fait, elle existe sur le plan national. Nous, on a 5 capteurs sur Aix. Mais bon, si vous vous déplacez dans une autre ville, eh bien, vous pourrez avoir accès à cette application. Il va vous trouver le capteur qui est le plus près de chez vous. Et nous, on a développé ça avec d'autres collègues de la métropole Aix-Marseille, à Istres et à Martigues. Et de ce fait, en se déplaçant dans les différentes villes de la métropole, on peut utiliser la même application et connaître le taux de pollinisation qui peut être différent d'une ville à l'autre. Le dernier cas d'usage qu'on avait développé sur la santé publique, c'est le cas d'usage du bruit. Donc, on utilise des capteurs qui, en fait, sont les mêmes que ceux des piétons. Ça, c'est aussi intéressant d'avoir des capteurs multi-usages. Ça peut être intéressant pour la ville de Tübingen qui démarre son projet Smart City, d'imaginer qu'en fait, un capteur, il peut avoir plusieurs usages. Donc, lui, il nous permet à la fois de compter les piétons et de mesurer le bruit, de connaître la température, mais aussi de différencier si dans une rue, si c'est un vélo ou un véhicule qui passe. Et de ce fait, on installe une fois un capteur et on va avoir déployé plusieurs cas d'usage. Et le bruit, c'est assez intéressant donc, sur Aix parce que bon, c'est une ville où il y a pas mal d'étudiants et bon, la police municipale était souvent obligée de patrouiller dans les différentes rues de la ville. Et aujourd'hui, grâce à ces capteurs, elle reçoit des alertes dans son centre de surveillance, de vidéosurveillance, parce qu'on a 400 caméras de vidéosurveillance sur la ville. Et dès qu'elle reçoit en fait une alerte, elle peut automatiquement, de manière intelligente, afficher les caméras de vidéosurveillance qui sont dans la zone où le capteur de bruit a signalé du bruit. Et donc, la police, après, municipale, par rapport à ce qu'elle voit sur sa caméra, bon, si c'est quelqu'un qui est en train de jouer de la guitare, elle va laisser tranquillement finir on va dire son concert en plein centre-ville si ça ne dure pas trop longtemps. Après, bon, si c'est plus embêtant, elle peut intervenir directement. Voilà pour le deuxième cas d'usage. Je ne vais pas être plus bavard et je vais vous laisser la parole. Merci pour ces présentations qui permettent, que ce soit à Tübingen ou à Aix, de voir des exemples justement d'applications et des exemples qui parlent au grand public, puisque ce sont des usages qui deviennent accessibles aux citoyens, aux citoyennes. Vous avez par exemple parlé des pollens ou des places de parking. Mais il y a d'autres choses dans les processus de travail des villes, dans les administrations, qui changent également avec l'emploi des nouvelles technologies. Ce sont des usages internes. Et là, je vais donner la parole à la ville de Tübingen qui a favorisé, a déjà donné la priorité à des usages internes des nouvelles technologies. Monsieur Fossler, il y a un exemple qui
qui est très intéressant, je trouve, concernant l'inventaire ou la manière de faire l'état des lieux des chaussées, des rues à Tübingen. Expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez sur ce point, qui est un exemple de l'utilisation des nouvelles technologies au niveau interne, justement. Ja, das kann ich gerne machen. Ein Oui, Aspekt très von volontiers. Alors, un aspect que je trouvais intéressant dans cette mesure, c'est le fait qu'il y ait 400 caméras à Aix. Alors, je pense que ce serait complètement impensable à Tübingen. Mais bon, bien sûr, on a des différences entre nos deux pays. Alors, vous venez de l'aborder. Nous sommes encore au début de cette stratégie de capteurs. On a certains capteurs, mais on n'a pas encore toute l'interconnexion, on n'a pas encore tous les capteurs, donc on en est vraiment encore qu'au début. Alors, pour l'instant, on s'est concentré vraiment sur les processus Internet avant d'investir dans de nouveaux projets et de nouveaux procédés. Alors, ce dont vous venez de parler, c'est un projet qui est tout à fait actuel avec une start-up et dans notre agence responsable des voiries. Il s'agissait de regarder quel est l'état des rues et des routes dans la ville, pour avoir un peu un aperçu de savoir où est-ce que, par exemple, on va avoir des routes qui sont plutôt abîmées, pour pouvoir aussi mieux chiffrer les réparations qui seront nécessaires, l'ordre de grandeur auquel il va falloir s'attendre. Et ce qui va nous permettre ensuite, en plus, d'élaborer une liste de priorités pour agir là où c'est le plus urgent et puis mettre de côté là où c'est moins urgent. Alors, on a travaillé avec une start-up et je vous donne quelques exemples. Un téléphone portable tout à fait classique suffit à fonctionner. Donc, bien sûr, c'est une entreprise commerciale. Hein, on a choisi de le faire via le smartphone. Et ça va permettre ensuite de procéder à un nouveau relevé lorsque l'état aura pu changer. Alors, cette start-up utilise l'intelligence artificielle afin de mesurer de manière largement automatisée les dommages ou les endroits où la route va être abîmée. Alors là, cette photo, ce n'est pas Tübingen, c'est Stuttgart, parce que vous voyez, il y a ces rails qui n'existent pas sous cette forme à Tübingen. Mais je voulais juste vous montrer le principe. Donc, vous voyez, on a une reconnaissance sur l'image pour voir où est-ce qu'il y a, par exemple, des fissures, où est-ce qu'on a des zones qui ont été rebouchées, où est-ce qu'il va être urgent de faire des travaux. Tout cela, c'est relevé de manière automatique et ça va être ensuite représenté sur une carte. Vous le voyez en bas à droite de ma slide. Vous avez ensuite des tronçons qui vont être indiqués en rouge, en vert. Et donc, ça permet de voir immédiatement où est-ce qu'il serait urgent d'agir et où est-ce que c'est moins urgent. Ce sont des données d'un projet actuel. Nous sommes en train de traiter ces données, donc je pense qu'on devrait avoir les résultats d'ici 1 à 2 mois. Mais pour l'instant, c'est très prometteur. Mais je ne peux pas vous dire quoi que ce soit de conclusif à ce sujet. Mais en tout cas, c'est la voie que nous avons choisi d'emprunter dans ce domaine. Alors, j'aimerais aussi vous montrer très rapidement une autre diapositive. C'est la précédente. Il s'agit des demandes de permis de construire. Alors, vous voyez ici une représentation purement schématique. C'est une des diapositives de mes collègues que j'ai récupérées. Actuellement, on essaye de modifier la manière dont on fonctionnait avant avec des données qui étaient papier. On veut maintenant rendre les données disponibles en les ayant scannées et on veut que certains processus, comme vous voyez ici de manière schématique à quel point c'est un processus complexe. On est en train de numériser tous ces processus et dans le processus de permis de construire,
nous travaillons actuellement à l'amélioration et à la modification de nos processus en interne. Concrètement, pour ceux qui veulent faire construire et pour les promoteurs, les données seront disponibles en ligne et qu'on aura aussi plus de transparence pour savoir, par exemple, où en est le dossier de demande de permis de construire. Là, c'est encore une fois un processus qui est en cours. On est encore là quelques années un peu plus loin en retard par rapport à Aix. Donc, c'est très intéressant, Monsieur Richard, de voir vers où on peut aller. Donc, on voit à travers vos deux exemples, ce qui concerne l'état des chaussées ou bien les dépôts de permis de construire, par exemple. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Dans la Smart City, il y a des choses, la dématérialisation, ça concerne les services administratifs, les techniciens, et les citoyens ne le voient pas directement. Ce n'est pas un service, quelque chose qui est en interaction tout de suite. Et pourtant, il y a une dématérialisation qui a lieu. Le mode de fonctionnement des services change. Vous me l'avez dit, par exemple, vous avez un service IT qui est central maintenant. Ça vous permet d'avoir plus de connaissances de ce qui se passe dans d'autres services. Et on voit peut-être des effets de synergie pourront être créés. Et à terme, les services aux citoyens et aux citoyennes pourront être optimisés. Voilà. Il y a d'autres choses qui viennent changer à terme les relations aux citoyens et aux citoyennes. Là, peut-être, Monsieur Richard, vous pouvez l'expliquer. La ville d'Aix, ça fait déjà plus qu'une dizaine d'années que vous avez dématérialisé vos services. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez plus de téléservices? Est-ce que ça a changé votre organigramme? Vous avez combien de personnes qui œuvrent à rendre Aix plus smart? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ça? Et doucement, on va aborder le deuxième axe de notre discussion, à savoir, est-ce que les nouvelles technologies, elles changent la gouvernance de la chose publique? C'est-à-dire que maintenant, avec les nouvelles technologies, les données, elles sont à disposition, bien sûr, des villes, mais également des citoyens, des citoyennes, et puis des acteurs du secteur privé. Donc, ça peut venir changer les modes d'utilisation des données et le mode de fonctionnement sur le terrain. Donc, vous avez des services dématérialisés depuis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça a commencé en 2005, ça s'accélère en 2010, etc. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette évolution? En fait, ce qu'on se rend compte, comme ça a été très bien dit là, sur la dématérialisation des permis de construire, que nous, c'est devenu quelque chose d'obligatoire depuis l'année dernière. Donc, ça a été très, très complexe parce que c'est une des dématérialisations les plus complexes à mettre en œuvre. Il faut savoir en fait numériser et stocker des plans au format A3, etc. Donc, ça a été un service qui nous a, voilà, qu'on a passé beaucoup de temps pour arriver à justement permettre aux usagers de répondre en ligne. Et on s'est servi de notre expérience, voilà, comme vous avez évoqué tout à l'heure, qui date de 2005, 2010, avec des accélérations aussi réglementaires, hein, parce que bon, il y a eu la dématérialisation de tout ce qui est finance qui est devenu obligatoire à partir de 2015. Et ça nous a aidé à avancer et en fait, surtout, renforcer les téléservices pour les usagers dans le domaine, donc aujourd'hui, de l'éducation, de l'état civil, de la police. On a aussi, comme vous le dites, une évolution, un besoin d'écouter plus et d'avoir le ressenti des Aixois sur différents sujets. Et donc, on a mis en place dès 2011 une application qu'on avait appelée à l'époque Rocket Express, parce qu'il y avait un service qui s'appelait Mairie Express et qui permettait donc de récupérer les signalements. Au début, on appelait ça doléance, aujourd'hui, on appelle ça signalement. Donc, les différents problèmes autour du nettoiement, des arbres qu'il faut abattre, qui sont malades, des problèmes de voirie. Et en fait, aujourd'hui, on est à une nouvelle version de cette application qui est encore plus tournée vers l'usager parce qu'on a comme objectif
de pouvoir répondre le plus rapidement aux doléances des agents, des citoyens, de localiser, de géolocaliser aussi sur on a un hyperviseur que vous pouvez visualiser en slide numéro 7, je crois, et sur lequel, en fait, on pourra géolocaliser, on peut déjà le faire en interne, tous les problèmes qu'il y a eu dans différents points de la ville. Et de ce fait, ça permet d'avoir après aussi des actions préventives grâce à de manière plus récurrente. Voilà, donc là, en fait, vous voyez, on a rassemblé, bon là, j'ai mis que 4 cas d'usage, mais en tout, il y en a une dizaine. Du coup, en affichant en surchargeant différentes cas d'usage, on va arriver à se rendre compte qu'il y a des problèmes récurrents dans certains quartiers, des problèmes autour du nettoiement, des espaces verts, et les services pourront avoir des actions plus systématiques et moins au coup par coup. C'est ce qu'on avait fait aussi par rapport aux poubelles connectées. On était arrivé à déterminer que dans certaines rues ramassées, on pouvait, vu le taux de remplissage, il n'était pas nécessaire de passer 4 ou 5 fois dans la journée, mais de passer que 2 fois. Alors que dans d'autres, il était nécessaire de passer plusieurs fois. Donc, on a rendu les tournées du nettoiement plus intelligentes. Et pareil, vu que Aix, si vous voulez, en fait, on ne connaît que l'hypercentre d'Aix, mais on a aussi au sud, on a on va dire, trois villages, Luynes, Les Milles et la Durane. La Durane, ça ressemble plus à un technopole et une cité où il y a une activité économique, mais c'est quand même un endroit où il y a une vie et un village. Et de ce fait, là aussi, on va optimiser les déplacements grâce aux poubelles connectées. Ils iront plus systématiquement tous les jours, mais que si vraiment les corbeilles sont remplies, ce qui fait donc aussi dans la logique économie de CO2, ça va permettre voilà, de moins faire circuler les véhicules et de rendre plus efficient le travail des services. Et dans les modes par exemple, vous avez évoqué les participations avec les citoyens, comment on les implique pour leur faire remonter des infos depuis le terrain. Donc ça, c'est des choix qui sont faits par les villes. On voyait par exemple l'état des chaussées, Aix, vous faites remonter les infos par les citoyens et les citoyennes. Tübingen, vous utilisez l'application en interne pour voir les trous dans vos chaussées ou l'état où il faut intervenir. Donc tout ça, ce sont des choix, des stratégies des administrations des villes. Hein. Comment on fait? Monsieur Fossler vous dit, ah non, on ne peut pas mettre des caméras partout à Tübingen, c'est impensable, ça ne va pas marcher. On voit que la Smart City, ça pose des questions. Peut-être que pour donner la parole à Tübingen en ce qui concerne la dimension participative, c'est-à-dire comment on peut agir avec les citoyens et les citoyennes, vous pourriez peut-être donner l'exemple des pistes cyclables sur ce qui a été fait à Tübingen. Ja, gerne. Das wäre auf der Folie 5. Volontiers. C'est ma diapositive numéro 5. C'est un exemple qui est tout à fait actuel aujourd'hui, puisque en Tübingen, alors on essaye de construire de nouvelles pistes cyclables. On a un plan vélo pour 2030 qui est en cours d'élaboration. Et donc là, sur cet exemple, on a demandé aux habitants de nous signaler. Alors, ça va un petit peu dans la direction de ce que mon homologue français vient de dire, c'est-à-dire que les citoyens viennent nous dire où est-ce qu'il y a des trous, des nids de poules, ou alors où est-ce qu'on a, par exemple, des voies qui vont manquer dans notre idée du plan vélo. Pendant un mois,
On a demandé aux citoyens donc de nous signaler les problèmes et nous l'avons représenté de manière interactive sur une carte. Ici, je vous ai donné comme exemple un risque de nid de poule qui a été signalé par un utilisateur. On a aussi d'autres types de signalements. On nous dit par exemple, ici, il manque une piste cyclable, puisque c'était vraiment un plan vélo. Et je pense que cet exemple montre bien comment on peut faire participer nos citoyens et citoyennes. Alors, c'était un projet qui n'a duré que 4 semaines, à peu près un mois. On a eu plus de 1700 réponses. Donc, vous voyez que les citoyens ont vraiment voulu participer. Alors, bien sûr, il va falloir maintenant traiter tous ces commentaires, puisque chacun a beaucoup de valeur, pour ensuite, nous, élaborer notre plan vélo. Ça permet, nous espérons, de voir, par exemple, de prendre en compte des points auxquels on n'avait absolument pas pensé pour notre plan vélo 2030. Voilà, c'est un exemple d'actualité aujourd'hui. Ça fait partie des choses qu'on a fait ces dernières années. Et là aussi, on collecte énormément de données qu'il faut ensuite traiter. Donc, ce sont des exemples qui montrent comment on peut interagir avec les citoyens, les citoyennes grâce aux nouvelles technologies, rendre la ville plus smart. Il y a également les acteurs du privé qu'on doit parfois gérer. Hein. On a entendu parler là, début avril de Paris et de ces trottinettes en libre service où justement on demandait aux habitants et aux habitantes de se prononcer sur oui ou non les trottinettes en libre service. Est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas? C'est l'exemple de Paris, mais on voit aussi que d'autres acteurs du secteur privé utilisent aussi les données ouvertes en open data ou d'autres données qui sont collectées. On a parlé des smartphones. Il y a un exemple qui est assez intéressant de coopération justement avec les acteurs du secteur privé, avec les groupes immobiliers. Monsieur Richard, est-ce que vous pouvez nous parler, vous nous avez parlé qualité de l'air, est-ce que vous pouvez nous parler du système que vous avez mis en place, des accords pour collecter des données avec certains acteurs du secteur immobilier sur Aix? Donc, ouais, en effet, on travaille sur ce sujet parce qu'on a des demandes. On a eu la demande, je vous en parlais tout à l'heure, de la société Terra, qui en fait nous a installé des capteurs de qualité de l'air sur l'ensemble sur 150 eurodateurs de la ville. Bon, c'est pas la totalité, mais bon, ça permet déjà dans l'hypercentre et dans quelques quartiers de la ville d'avoir disons des micro-capteurs de qualité de l'air, vu qu'on en a 3 très, très, très importants sur la ville qui donnent une tendance, mais ça aide à accentuer et à géolocaliser sur des quartiers comment en fait tout ça peut varier. Et disons dans le futur, on va passer d'autres conventions. Donc, l'idée, c'est nous d'avoir un échange avec ces startups qui s'implantent sur notre territoire, de dire, OK, vous travaillez, on vous offre la gratuité de l'installation des équipements, mais en contrepartie, on reste propriétaire, nous aussi, des données. Et donc, on les utilise pour nous aussi, pour faire évoluer notre plan local d'urbanisme, pour les services de la ville. Et on échange aussi avec la métropole Marseille-Aix sur différents sujets. Voilà, donc on a vu ce que vous faites sur Tübingen pour les pistes cyclables. Eux aussi ont installé des capteurs pour mesurer l'affluence sur des pistes cyclables. Et voilà, ça va nous permettre dans le futur, parce qu'on a un gros projet, nous aussi, vélo sur Aix, d'avancer là-dessus et de voir aussi en utilisant à la fois des capteurs de la qualité de l'air et du trafic vélo, en faisant une corrélation entre ces deux types de données, voir comment, en fait, dans le temps, sur une période d'un an, mettons, si la qualité de l'air va s'améliorer en ayant un développement du vélo dans certaines parties de la ville.
Et en effet, pour avancer, on se rend compte que un projet de ce type-là, il faut qu'il soit, on va dire, à la fois porté par la ville, mais on a besoin de l'innovation et des startups du tissu aixois pour avancer et pour les aider aussi avec des données qu'on est en train de libérer en open data sur notre site web pour qu'ils imaginent des applications qu'on n'est pas obligé d'imaginer nous-mêmes. Mais donc, l'idée, c'est de créer des journées autour d'hackathon, par exemple, sur une thématique. Ça peut être, voilà, je développe une appli mobile sur le vélo, sur le déplacement sur Aix. Et l'idée, c'est voilà, trouver de ce qui est attendu, des choses en fait, on n'imagine pas en interne et profiter justement de ces acteurs privés et de ces startups pour avancer aussi et accélérer nos projets. Je vois Merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne et pourtant j'ai encore toute une liste de sujets très intéressants à évoquer. Juste pour un petit rappel au public, j'ai mis au tout début les présentations en français et en allemand dans le chat. Si quelqu'un veut les recevoir à nouveau parce qu'il n'était pas présent au début, n'hésitez pas à demander, je les remettrai. Premier point. Deuxième point, le public sera invité à poser des questions juste après notre troisième axe de discussion. Vous pourrez soit allumer votre caméra et la poser directement aux panélistes, soit vous pouvez également l'écrire dans le chat et je la reprendrai pour la poser à M. Fossler et M. Richard. Il y a une piste que je vais laisser de côté et qui pourtant est très, très importante. On pourra y revenir si le public le souhaite. C'est tout ce qui concerne la protection des fameuses données de la part des villes, à savoir, bon, on capte les données, on les transfère, on les stocke, à savoir est-ce que les serveurs appartiennent à la ville ou non. Je peux donner un exemple qui n'est ni Tübingen ni Aix, mais qui m'avait invité vraiment à réfléchir, à savoir la ville de Düsseldorf, où il y a de grandes entreprises comme ThyssenKrupp ou d'autres entreprises qui, elles, ne possèdent pas ces serveurs. Et donc, il faut savoir que tout ce qui est université, les hôpitaux, mais également des grandes entreprises comme ThyssenKrupp ont leurs données sur les serveurs. Et ça, c'était un serveur qui était fourni par une entreprise chinoise. Donc, il faut faire attention à certaines choses. Ce sont des exemples dans tout ce qui est Smart City, stratégie Smart City, des choses auxquelles il faut penser dans toutes les synergies. Je laisse le point de côté, même s'il est très intéressant, pour en parler d'un autre que j'ai annoncé en introduction et qui est souvent associé à la ville intelligente, à la ville connectée, à la ville augmentée, comme vous l'avez dit, et qui est la ville durable, une ville qui, grâce aux nouvelles technologies, consommerait moins. Alors, il y a plusieurs avis qui circulent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est difficile d'atteindre ça? Où on en est? Alors, il y a beaucoup d'idées, hein, par exemple, au niveau des transports. Je pense à un exemple, la ville de Besançon qui essaye de mutualiser les places de parking avec une occupation privée et privée, c'est-à-dire que vous avez votre place de parking et vous l'utilisez la nuit pour y mettre votre voiture et la journée, vous pourriez la mettre à disposition de quelqu'un qui travaille dans votre quartier. Quelque chose qui marche très bien autour de la gare, apparemment. Voilà, ça permet d'utiliser moins d'espace, d'éviter les transports en voiture, mais plutôt les transports publics. Il y a d'autres choses qui sont mises en place avec les services techniques des villes, au niveau de la consommation en énergie. On essaye de tout rationaliser. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est en version bêta de ces projets? Est-ce que c'est une priorité pour les villes? Est-ce que c'est difficile à mettre en application? Ça fait beaucoup de points d'interrogation. Il y a des exemples qui sont lancés. Peut-être que vous pourriez nous parler du quartier de Tübingen, Monsieur Fossler, où on essaye de connecter l'éclairage, de le rendre plus intelligent pour réduire les dépenses énergétiques.
Donc, c'est la dernière slide de votre présentation, la slide 8. Ja, pour das Fabian. kann ich gerne machen. Absolument, je le fais très volontiers. Effectivement, c'est ma toute dernière slide. Das ist ein Beispiel, das jetzt nicht direkt aus dem Alors, c'est un exemple qui ne vient pas directement du domaine, la Smart City, enfin, qui n'est pas lié à un projet Smart City, mais ça fait partie de ce champ finalement qu'est la ville intelligente. On a certaines rues dans lesquelles on a commencé à expérimenter sur la manière de faire en sorte d'économiser de l'énergie dans l'éclairage nocturne. Et donc ça, c'est un exemple qui nous vient de la Suisse. Et donc, on a deux choses. La première chose, c'est d'aller modifier les ampoules pour passer au LED. Et on a décidé d'aller une étape plus loin. Et en plus, on a équipé nos lampadaires de capteurs. Ainsi, l'éclairage public est baissé à peu près 30%. Donc, on va avoir une lumière tamisée. Et dès qu'on a quelqu'un qui arrive, une voiture, un vélo, automatiquement, la lumière n'est plus tamisée et pour quelques secondes va être à nouveau à 100% de luminosité. Et on voit, vous voyez la petite antenne au-dessus du lampadaire. Je ne sais pas si vous le voyez sur la photographie. Ces petites antennes sont reliées via un réseau au lampadaire à côté. C'est-à-dire que quand on a un mouvement de gauche à droite, par exemple, automatiquement, le lampadaire suivant s'allume dans les temps pour que la personne ou la voiture puisse voir. On l'a essayé sur une petite zone. Ça a très bien fonctionné. On a donc décidé de l'élargir sur toute la partie est. Partout, c'est plutôt très bien accueilli. Ça fonctionne vraiment très bien. Et donc, petit à petit, on aimerait équiper toute la ville de ce système. Et je vous l'ai écrit, le potentiel d'économie par rapport aux lampadaires d'origine peut atteindre 90%. Donc, on a là un vrai potentiel d'économie d'énergie pour la ville. Pour l'instant, on a eu uniquement des retours positifs et ça a extrêmement bien fonctionné. C'est encore dans la phase, vous n'avez pas encore fait l'évaluation au niveau du Einsparpotenzial. Doch, die hat schon stattgefunden. Si, on a fait cette évaluation. C'est pour ça qu'on a décidé de l'élargir à plusieurs quartiers et on continue cet élargissement. Il y a également des initiatives côté Aix pour essayer de consommer moins d'énergie. Je pense on en a déjà parlé dans le dialogue citoyen précédent sur tout ce qui est végétalisation. Si on peut redonner l'exemple des îlots de chaleur, peut-être pour l'expliquer. Entre autres, je pense que moi aussi, je vais aller sur mon avant-dernière slide. Et en fait, oui, les îlots de chaleur, on a mesuré en fait dans la ville la température d'une manière globale pour identifier en fait les îlots de chaleur dans la ville. Donc on l'a cartographié aussi là. C'est pas sur cette slide que je l'ai pas intégré parce que j'avais pas assez de possibilités. Mais du coup, ça a permis donc au service que vous aviez rencontré, si certains ont suivi la présentation de Sandrine Rouden l'année dernière, de mettre en place dans les écoles, de végétaliser les cours d'école. Depuis 3 ans, donc la ville a entamé ce projet et accélère depuis le début d'année aussi pour continuer dans les cours d'école. Mais après, il y a aussi certains autres points de la ville où il va y avoir des espaces verts qui vont être créés sur des nouvelles places qui sont en cours de réflexion. Sinon, on a 3 autres sujets, nous, autour de l'économie d'énergie. Donc, comme vous l'aviez évoqué sur Tübingen, on a installé, les services techniques, Lavori a installé remplacé déjà pas mal de secteurs avec des LED. Elles ne sont pas complètement pilotées aussi intelligemment que vous l'avez présenté
par le passage de personnes, mais disons, c'est modéré par rapport de l'heure de la journée, voire il y a certains quartiers où il y a des ampoules qui s'éteignent une sur deux pour économiser de l'énergie. Sur l'éclairage public, on a aussi connecté avec des capteurs l'ensemble des armoires électriques qui relient les 15 000 points lumineux de la ville. Et donc, ça nous permet, en mesurant la consommation de ces armoires électriques, de détecter des branchements sauvages ou tout simplement des armoires qui dysfonctionnent, où il y a des problèmes d'intensité de l'énergie. Et ça permet après aussi d'avoir des actions préventives sur des rues par rapport à des pannes récurrentes et qui permettent de remplacer d'une manière systématique certaines ampoules. On a démarré aussi l'arrosage intelligent dans certains parcs. Là, vous avez tous ces cas d'usage là, au fond de cette slide qui permet en fait de synthétiser sur une infographie un peu tout ce qu'on a imaginé et que j'ai essayé de vous présenter un peu sur la ville. Donc l'arrosage intelligent, c'est dire ben voilà, on va mesurer et limiter, voir s'il y a des fuites d'eau, sachant que je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres. En France, on a 1 litre perdu pratiquement sur 5 litres consommés d'eau potable. Donc, on a une grande marge de progression dans ce domaine. Voilà, vous m'avez un peu perdu là, mais c'est pas grave. C'est moi qui ai demandé en off de montrer les différents cas d'usage. Ah, pardon, ok. Donc, avec voilà. l'arrosage intelligent. Est-ce que vous pourriez peut-être, moi j'ai aimé quand on a parlé ensemble en amont de la discussion, au niveau de la sobriété, la mesure concernant les PC pour éteindre les PC. D'ailleurs, j'espère que le PC sur lequel vous êtes est bien passé à l'heure d'été, sinon vous allez nous quitter dans un c'est vrai. Bah, vous avez bien écouté. Donc, l'idée, c'est que moi, pour vendre un peu le projet Smart City, l'ensemble des services de la ville, j'avais un outil qui me permettait de connaître le nombre de PC connectés en temps réel. J'aurais pu le présenter, mais bon, c'est pas grave, mais vous pouvez imaginer, donc on a 2500 PC, 3500 PC sur la ville d'Aix. Bon, on n'en a que 2500 qu'on arrive à remonter parce qu'on en a mis dans les écoles et je n'ai pas la possibilité de savoir s'ils sont allumés et éteints, mais sur les 2500, on s'est rendu compte qu'en fait, qu'il y en avait toujours 200, 300 qui restaient allumés la nuit. Donc, comme on a eu en mois de novembre, la peur qu'il y ait des coupures électriques qui soient faites si on n'économise pas l'électricité, quoi. Et que bon, d'ici, je crois que c'est 2025, on aura une obligation d'économiser par an 10% d'énergie. On a commencé par travailler sur des choses qu'on maîtrise, c'est-à-dire les PC, et on a vu comment en fait pouvoir éteindre de manière automatique à partir de 21h tous les PC qui sont restés allumés. Voilà. Bon, après, il faut être prudent parce qu'il y a des PC qu'il faut qu'ils fonctionnent la nuit, comme pour la police. Donc, voilà, on a envoyé plusieurs fois des messages au service en leur demandant s'il n'était pas nécessaire de laisser leur PC allumé la nuit. Et donc, cette coupure intervient à 21h. Bon, bien évidemment, si vous leur allumez le PC, vous pouvez. Mais si vous n'êtes plus là, donc il s'éteint automatiquement. Le dernier effort qu'on a fait sur l'énergie, c'est de connecter. Bon, ça a été, c'est fastidieux parce que c'est pas fini, parce qu'un projet, on a parlé de tout ce qui est beau, joli, mais un projet de ce type, c'est sans fin. Donc, pour arriver à réguler la température à 19 degrés dans tous les bâtiments de la ville, donc on a connecté, on est en train, parce qu'on n'a fait que la moitié, connecter tout l'ensemble des chaudières. Et de ce fait, on peut arriver à réguler automatiquement dans les bâtiments qui sont aujourd'hui connectés et surtout les écoles.
à 19 degrés la température des bâtiments communaux. Bon, dans les écoles, on a laissé à une température de 21. Mais voilà, dans le temps, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on avait des variations entre des bâtiments qui, en le monitorant au quotidien, qui allaient de 25 degrés à 18 degrés. Aujourd'hui, donc, en monitorant en temps réel tous ces bâtiments, on arrive à avoir des actions, quoi, les services qui gèrent les chaudières arrivent à avoir des actions sans se déplacer et donc à réguler la température à distance. Et donc, c'est aussi une belle avancée pour rester dans les clous de cette économie de 10% d'ici 2025. Voilà sur le plan économie d'énergie. Bon, après, voilà, c'est au quotidien qu'on réfléchit tous les jours avec les services sur d'autres thématiques. Et c'est aussi comme ça qu'une Smart City avance avec les idées de chacun et une volonté, voilà, comme on le dit, d'avoir une ville plus durable et une sobriété numérique qui aussi s'apprend au quotidien avec des éco-gestes. Par exemple, on a fait la Digital Clean-up Day, là, et on a demandé aux utilisateurs de nettoyer aussi leur boîte aux lettres, par exemple. Là. Donc, et on a mesuré au bout d'une semaine les variations. On était content. On était à plus 130 gigas. Donc, on s'est rendu compte que tout ce qui est sobriété numérique aussi, on a de gros progrès à faire. Mais bon, on est arrivé pendant cette semaine à trouver des bonnes pratiques. Par exemple, des documents qui étaient envoyés à l'ensemble des agents pour la mobilité. En fait, ils étaient envoyés en pièces jointes, donc à 2500 personnes. Et l'idée, ça a été de dire, en fait, on le met sur un serveur une fois. Il est donc unique et on a juste un lien. Et les gens, ils cliquent sur le lien, ils ont dans le mail le lien. Et ça peut être voilà, des petites initiatives comme ça qui, au quotidien, peuvent grâce à des outils numériques, réduire ces soucis qu'on a aujourd'hui d'économie d'énergie. Voilà où on en est sur la ville d'Aix, sur quelques petits exemples que je vous ai évoqués. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à donner un dernier exemple qui venait de Tübingen et qui m'avait beaucoup plu. Vous venez d'évoquer, Monsieur Richard, l'importance des idées, des échanges pour avoir de nouvelles initiatives. Et j'ai échangé avec Monsieur Fossler qui avait toute une rubrique à idées. Et il y en a une qui m'a beaucoup plu et que je souhaiterais aborder dans le cadre avant juste de passer aux questions. Tout le monde, vous pouvez vous préparer à poser vos questions qui arrivent juste après le moment des questions. C'était pour remettre dans le contexte du jumelage, hein, parce que ça concerne beaucoup plus Tübingen que Aix. On imagine les températures baissent, même si Monsieur Blum nous a dit que les températures étaient printanières. Les températures baissent et il y a du verglas, les chaussées sont glissantes, les pistes cyclables qui ont été faites en interaction avec les usagers, les usagères sont glissantes également. Bref, il y a du verglas. Et là, Monsieur Fossler me disait, moi, j'ai une idée, j'aimerais bien que quelque chose se mette en place avec les capteurs de température. Est-ce que vous pouvez nous partager cette dernière petite idée pour nous montrer que la Smart City, ça peut être quelque chose de sans limite et qui peut aussi amener à faire des petites économies de sable ou de sel, Monsieur Fossler? Ja, vielen Dank. Ich war jetzt gespannt, auf welche Idee. Merci beaucoup. Je me demandais vraiment à quelle idée vous alliez faire allusion, parce que c'est vrai que je n'avais pas préparé de nouvelles diapositives. En fait, l'idée, bon, alors j'imagine effectivement qu'à Aix, ce ne serait pas pertinent, mais bon, chez nous, ça l'est. Donc, nos services qui gèrent justement le déneigement et qui gèrent le verglas. Et donc, on aurait l'idée d'aller mettre des capteurs dans les chaussées pour pouvoir connaître la température de la route, pour savoir où est-ce qu'il y a un risque de verglas, quelles sont les rues où il faut aller en priorité avec les saleuses, par exemple, où est-ce qu'il faut aller rapidement nettoyer les rues pour être sûr qu'on n'ait pas de plaques de verglas qui puissent s'installer.
Pour l'instant, on a essayé d'utiliser quelques capteurs de température, mais c'est vrai que cette idée, elle existe. On l'avait déjà depuis un bout de temps, de fixer des capteurs de température sur la chaussée pour avoir finalement une espèce d'alerte anticipée, alerte précoce en cas de verglas. Pour montrer que c'est l'intérêt de notre discussion, hein, quand on est en ligne, on peut discuter vraiment à distance et on a des conditions qui sont différentes entre les deux villes jumelées, donc des idées qui sont vraiment très différentes. Et puis, ça montre aussi l'envergure, hein, de tout ce que peut devenir une smart city. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'exemples. On a été dans plusieurs directions. On a soulevé plusieurs pistes de réflexion. Je vous remercie déjà tous les deux pour votre participation. Mais j'imagine qu'il y a des questions venant du public. Sinon, moi, j'en ai plein sous la main. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez une question à poser, vous pouvez allumer la caméra et puis poser la question. Je vois déjà une caméra qui est allumée. Peut-être, Madame Koufferat, vous voulez poser la première question? Allez-y. Oui, bonjour. Alors, je vais parler en français, eh bien que j'ai vécu en allemand pendant 30 ans, donc je pourrais le faire en allemand aussi, mais je vais faire ça en français d'abord. Alors, je voulais déjà vous dire que c'était très, très intéressant. Moi, j'ai travaillé sur un projet de Smart City avec l'entreprise pour laquelle je travaillais il y a quelques années, c'était Intel. On travaillait avec l'entreprise Cisco, c'était à l'époque pour Londres, juste avant les Jeux Olympiques. Et donc là, j'étais vraiment dans le sujet, c'était fort intéressant. Merci beaucoup. Et en fait, c'est pas vraiment une question, mais je voudrais vous dire quelques exemples que j'ai aussi ou quelques sujets que je trouve intéressants. À Munich, il y avait la possibilité, pour certaines rues, ils ont fait en sorte de voir est-ce qu'il y avait plus de voitures qui passaient ou plus de piétons, et ils se sont aperçus que sur certaines rues, comme il y avait plus pas de piétons, pardon, mais de vélos, finalement, ils ont réduit la route. Au lieu d'avoir 2 voies, ils n'en ont mis plus qu'une pour les voitures et ils ont élargi la piste cyclable parce qu'on était beaucoup et comme ça, on se gênait moins. Après, il y avait un endroit où on voyait combien de vélos passaient par jour et je trouve que ça, c'est très valorisant en tant qu'utilisateur de vélo parce que du coup, on s'apercevait qu'on avait notre contribution à diminuer la pollution ou bien le fait justement d'utiliser beaucoup plus le vélo que la voiture. Donc, je trouve que ça, c'est très important de valoriser aussi les petits bouts de choses qu'ont fait chacun, les citoyens, avec des messages de retour positifs et bienveillants. Après, une des questions, oui, que j'aimerais poser, c'est est-ce que les parkings de voitures, hein, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Les parkings, par exemple, des supermarchés ou autres, est-ce que ce serait une bonne idée, comme on voit de temps en temps maintenant, de les protéger donc avec des toits et d'avoir les panneaux solaires là-dessus? Est-ce que ça fait partie aussi, par exemple, d'une Smart City? Et je me demande pourquoi ce n'est pas plus développé. Après, j'ai d'autres questions au sujet, mais je peux laisser volontiers la place déjà à la réponse et aux autres aussi. Est-ce que moi j'ai 2 questions. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre sur le toit des parkings? Si oui, allez-y. Sinon, on demandera une autre question à Madame Koufferat, vu que vous en avez plusieurs. Ouais, je veux bien répondre. Allez-y. Déjà, je vais répondre sur la première partie de ce que vous venez de dire. C'est vrai que nous aussi, on a travaillé avec Cisco depuis le début du projet. On a même eu la chance d'avoir un partenariat à eux avec un projet qu'on appelait Places Connectées et qui nous a permis d'avoir un financement européen. Mais en fait, de mesurer la chance qu'on a avec les capteurs qu'on a qui sont multi-usages, nous permettent, comme vous le dites, de connaître en fait quel type de véhicule circule sur tel ou tel type de voie. Et en effet, ça va nous aider dans le futur à redéfinir, en fait, redimensionner certaines rues qui aujourd'hui n'ont pas encore de pistes cyclables. Et donc, c'est vrai que c'est c'est un grand intérêt de continuer à réfléchir et
de connaître le trafic qu'il y a et quel type de véhicule circule dans telle ou telle voie. Avant, les capteurs, ils ne savaient pas trop reconnaître non plus les types de véhicules qui passaient. Aujourd'hui, on a cette chance. Donc ça, on va expérimenter en effet dans différents quartiers. Pour tout ce qui est panneaux photovoltaïques, nous, on a implémenté ça déjà sur les toits des garages municipaux. Donc, ça permet aujourd'hui de commencer à être autosuffisant sur un bâtiment. Voilà. Et après, les parkings, le problème, c'est que nous, il y a des parkings qui en fait ont des véhicules sur le dernier étage, donc on ne pourra peut-être pas utiliser les parkings pour ça, mais d'autres bâtiments, en effet, on y réfléchit. Oui, parce qu'en fait, il y a deux aspects. C'est le fait qu'on ait les panneaux solaires, photovoltaïques, mais aussi que la voiture, elle est moins chaude et donc on va moins avoir besoin de la clim et donc on va moins consommer d'essence. Enfin, moi, je vois deux choses là-dedans. Finalement, c'est ça. D'accord, mais donc c'est intéressant pour les panneaux. Alors, c'est sûr qu'un parking de supermarché, bon, c'est privé, donc c'est à eux de le faire. Hein, mais ouais, c'est ça, ouais. Il faudrait que ce soit subventionné pour que ça soit utilisé. Je peux vous demander autre chose s'il n'y a pas d'autres questions. Enfin, moi, c'est quelque chose, je suis très sensible. Zwei Aspekte dazu reinbringen. Excusez-moi, j'aimerais encore aborder deux aspects, si vous me permettez, mais volontiers. Alors, sur la question des pistes cyclables, chez nous à Tübingen, on a effectivement transformé certaines voies qui étaient jusque-là réservées aux voitures pour en faire des pistes cyclables. Et on a pas mal expérimenté avec ça. Où on est encore en phase d'expérimentation, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait de manière très active, justement, parfois de réunir des routes à plusieurs voies en route avec moins de voies. Alors, bien sûr, les transports, c'est un sujet complexe dans lequel il y a toujours du pour et du contre. Et sur le photovoltaïque, on a des grandes initiatives qui essayent effectivement d'amener le photovoltaïque partout où c'est possible. On cherche effectivement des possibilités adaptées, des endroits adaptés où on pourrait justement apporter des panneaux photovoltaïques et effectivement une incitation. Ça peut être une incitation pour le prochain dialogue citoyen. Ça pourrait être de parler justement de lutte contre le changement climatique, parce qu'effectivement, ça va dans cette direction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le climat? Et je pense qu'effectivement, dans ce domaine, on a aussi un certain nombre de choses qu'on peut proposer. Qui a été posée dans le chat par Marie 2, mais qui a un problème de couverture actuellement, qui me demandait est-ce que les villes profitent des échanges avec les étudiants d'autres villes? Elle pensait notamment aux étudiants de Tübingen qui sont à Aix ou aux étudiants de Aix qui sont à Tübingen pour avoir leur retour d'expérience et développer leur stratégie de Smart City. Donc, moi, je vais élargir sa question en demandant, vous l'avez évoqué, Monsieur Richard, nous, on donne nos données, on développe nos open data pour profiter un petit peu des idées du tissu de Startup Tech. Est-ce que vous faites des événements pour recevoir les idées des jeunes qui viennent d'autres villes, peut-être plus smart que la vôtre? Écoutez, on sort de la quinzaine de la jeunesse, voilà, qui s'est terminée, c'était le 25 avril. Et justement, bon, on est resté avec des étudiants aixois. Et voilà, on a échangé, on a la chance d'avoir 2 pilotes de drone à notre DSI et on leur a présenté ce qu'on pouvait faire avec un drone. Ils ont vu, donc on leur a montré comment on mesure, par exemple, l'évolution des décharges sauvages qu'il y a dans la ville, ou comment, en fait, aussi, on peut avoir une couverture thermique de la ville. Et c'est vrai que ces échanges ont été riches
et eux sont très intéressés, voilà, de participer à des journées pour ramasser les décharges, faire voilà, ce genre de journée un peu qui sort des sentiers battus. Et ces échanges donc, peuvent aboutir voilà, aussi à des vocations pour eux de nouveaux métiers hein, autour de l'intelligence artificielle qui se développent beaucoup, de métiers voilà, comme conducteur pilote de drone. On parle même aujourd'hui de contrôleur aérien des drones. Donc, vous voyez que ça a été des moments avec des jeunes qui donnent des idées à la ville pour avancer, quoi. Voilà. Et qu'on va continuer l'année prochaine. Est-ce que vous organisez régulièrement des événements pour justement avoir les idées, pour capter les idées des usagers? Mais là, on est sur la fracture numérique. Donc, on a planifié en mai dans les différents quartiers de la ville des journées. Donc, on a invité des personnes qui ont des problèmes. Bon, là, c'est dans le cas de problèmes sur tout ce qui est sur le numérique, mais qui vont nous donner un peu voilà, leurs préoccupations premières. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire des téléservices, des démarches administratives? Est-ce qu'il faut implanter des postes en libre service? Et c'est vrai qu'on avance de cette manière-là parce que, bon, malgré l'étude qu'on a fait, on ne connaît pas vraiment où sont les problèmes et comment on peut les aider à avancer dans cet apprentissage du numérique, hein, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même 10% de la population qui atteint l'électronisme. Donc voilà, c'est aussi une de nos préoccupations autour de la Smart City, de ne pas laisser les populations à l'écart. Oui, donc Smart City, ça veut dire c'est aussi tout un travail d'inclusion numérique, hein, puisque tout se numérise, également les relations avec les usagers, donc il faut faire attention que tout le monde soit à bord. C'est une transition un petit peu comique, mais j'ai l'impression que M. Fossler n'est plus inclus numériquement dans la discussion Zoom. J'ai l'impression qu'il nous a quittés, il va sûrement nous retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser leurs questions? Sinon, je vois que j'ai encore des petites questions prêtes. Si c'est oui, vous pouvez les écrire dans le chat ou vous pouvez allumer la caméra pour la poser. Monsieur Blum a une question. Merci beaucoup pour cette discussion extrêmement intéressante des deux côtés. Je pense qu'il y a d'excellentes idées à reprendre. Alors, j'ai une question. On a parlé de la participation citoyenne. Ah, excusez-moi, j'ai plus de batterie, il faut absolument que je branche mon ordinateur. Voilà, je suis de retour. Excusez-moi, c'était un problème technique. Alors, sur cette idée des 400 caméras dans l'espace public, il nous a dit que, et c'est ce que j'ai pensé aussi quand vous l'avez dit, si je ne peux pas imaginer qu'à Tübingen, les citoyens seraient enthousiastes à cette idée. On a on a un public, on a une population qui est très intéressée et il y a certaines choses qui sont vues vraiment avec un regard critique. En général, on va nous parler systématiquement de protection des données personnelles, par exemple. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est accueilli avec un certain scepticisme par la population à Aix, ou alors est-ce que la population a là une approche différente? Je veux dire, on est aussi... c'est vraiment, ces caméras sont dédiées vraiment à la vidéosurveillance et elles sont utilisées que par la police municipale. Aujourd'hui, c'est quand même très réglementé, malgré qu'il y a un nombre important de caméras. Nous, tous nos capteurs, voilà, ils ne sont pas utilisés sous forme de caméra, mais ces caméras, je veux dire, elles permettent voilà, d'avoir un contrôle
voilà, aussi de verbaliser des personnes qui empruntent des voies de bus. Elles sont vraiment là pour faciliter et rendre la ville plus paisible. Elles ont vraiment été positionnées à des endroits stratégiques pour éviter voilà, différents problèmes dans la ville. Et c'est vrai que on n'est pas au niveau d'un pays comme la Chine qui fait la reconnaissance faciale. Donc il y a quand même un RGPD qui est là et la préfecture qui est très vigilante aux usages qui en sont faits. Mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on a des usagers qui nous interrogent régulièrement pour savoir s'ils peuvent récupérer les vidéos de différents points de la ville. Donc, heureusement voilà, qu'on est dans un cadre avec un DPO, Data Protector Officer, qui a pu répondre à ces interrogations. Hein. Parce que bien évidemment, on ne va pas mettre tout ce qui est vidéo en open data et on a pu expliquer ça aux personnes qui nous demandent régulièrement d'avoir des images vidéo. Et voilà, c'est vraiment très, très réglementé. Et c'est vrai que bon, je ne connais pas vraiment vos villes en Allemagne, je connais un peu Munich, mais c'est vrai que c'est peut-être pas autant développé, mais voilà, c'est juste là pour sécuriser la population. Et ça, c'est accepté, quoi, je veux dire, voilà ce que je voulais dire. Ok, donc là, c'est sur la question de toutes les caméras de surveillance et tout ce qui est acceptation ou non et protection des données, utilisation des images. Okay, vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Fossler? Sinon, je propose de prendre une dernière question. Ich wollte mich nur entschuldigen. Ich sitze Je voulais juste m'excuser puisque je suis dans un bâtiment dans lequel j'ai perdu j'ai perdu la connexion. Alors voilà. Ah bon, c'est très intelligent. On a réussi tout de suite à rebondir, mais voilà, je suis désolée, j'ai été brièvement éjectée de la discussion et j'en suis désolée. C'est un signe de votre part on évoquait la question du droit à l'image, de l'acceptation ou non des caméras de surveillance et hop, vous avez disparu à ce moment-là de la discussion. Non. Peut-être qu'on peut prendre encore une question. Madame Koufferat, vous m'avez dit que vous avez beaucoup de questions. Est-ce que vous voulez ajouter encore une question? Alors, volontiers, ce que j'aurais voulu demander aussi, ou ce qui me préoccupe à propos de l'économie d'eau, est-ce que ça fait partie d'une smart city, par exemple dans les écoles ou dans les administrations, d'avoir des robinets qui s'arrêtent quand on enlève les mains? Parce que moi, j'ai travaillé entre autres à l'Institut français à Munich et on avait tout plein de petits-enfants qui venaient prendre des cours de français. Et régulièrement, on voyait que les robinets ils coulaient parce que les enfants ils pensaient à autre chose et ils avaient oublié de fermer les robinets. Et puis, bon, ça arrive aussi à des adultes. Et je m'imaginais que ça pourrait être vraiment un gros poste d'économie. Est-ce que ça peut être subventionné ou est-ce que ça fait partie d'une smart city, ça, par exemple? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. En effet, moi, nous, on travaille sur l'économie d'eau. On a notre directeur général des services a créé un groupe de travail sur ce sujet. Et en effet, les services techniques ont proposé ce genre de système dans l'ensemble des bâtiments communaux, comme des fontaines en circuit fermé dans la ville. Donc, et puis on travaillé à l'agence de l'eau qui est basée à Lyon, en France, donc pas 300 km d'Aix. Et en effet, on a un challenge d'économie d'eau en quantifiant chaque année le volume d'économie qui va être réalisé, en mesurant en fait les consommations d'une année sur l'autre. Et donc, on
on aura des subventions si on arrive à respecter l'économie qu'on s'est fixée, qui est un niveau de 5% par an. Donc voilà, donc là on a déjà plusieurs fontaines sur la ville qui sont en train d'être transformées en circuit fermé, c'est un exemple. Et dans les bâtiments, en effet, ce que vous disiez là, c'est en train d'être généralisé comme l'éclairage. Là, si j'ai tous les éclairages de mon couloir, là, si je me déplace, si je me déplaçais, ça s'allume. Il n'y a plus aucun interrupteur dans le bâtiment. C'est un autre exemple. Bon, on va parler de l'eau, mais voilà, sur le plan électrique, après, ouais, on peut dire que c'est assimilé et intégré dans ce qui peut être intelligent, surtout dans les smart bâtiments pour nous, quoi, sur ce cas d'usage-là. Voilà. Un peu là, ce que j'avais annoncé en introduction, si je peux me permettre, sur la définition de la Smart City, parce que vous posez la question, est-ce que ça fait partie de la stratégie Smart City pour économiser? Bien sûr, ça économise de l'eau. Mais si vous vous penchez vraiment sur qu'est-ce que c'est que la Smart City, vous verrez qu'il y a plus qu'une vingtaine de définitions, que ce soit fait par l'Union européenne, les différents pays, par l'ONU, enfin tout le monde a pondu une définition de la Smart City. Qu'est-ce qui est smart? Smart, ça fonctionne avec les technologies, mais smart, c'est aussi de savoir éteindre la lumière quand on quitte une pièce et de fermer le robinet quand on arrête de se laver les mains. Ça aussi, c'est smart. Donc, tout peut être smart. Et la question, c'est par exemple une appli qui vous rappelle qu'il faut éteindre la cafetière une fois que votre café est passé. Est-ce que c'est smart, une appli comme ça? Ou est-ce que ça fait tourner aussi une vingtaine de serveurs avant de vous envoyer une notification? Vous voyez, on peut vraiment... La Smart City, c'est très grand, ça rationalise beaucoup d'usages, mais il y a aussi tout l'aspect qui est critique, qui dit que ça amène de la technique partout. C'est ce que disait M. Richard, il faut faire attention vraiment à l'inclusion numérique. Il faut faire aussi ce que rappelait cette fois M. Fossler, de bien analyser les besoins, c'est-à-dire de voir où est-ce qu'on va utiliser les nouvelles technologies et pas mettre des nouvelles technologies pour juste mettre des nouvelles technologies et puis ça ne fait pas avancer les services aux usagers. Voilà. Vielleicht eine letzte Sache an Herr Vossler, weil Peut-être une dernière question pour Monsieur Fossler. Sie haben ja erklärt diese Vous nous avez Beleuchtung aus der expliqué Schweiz, ne? Das ist so wie ein que cette idée Radar, d'éclairage avec le radar, le capteur de mouvement, ça venait de Suisse. selber zu Hause, was ganz wichtig ist, Et j'ai la même chose chez moi. Et ce qui est important, dass nicht so viele c'est qu'il faut faire Bäume attention à ce drumherum qu'on sind. n'ait pas Und wenn trop die Zweigen d'arbres sich bewegen, autour. wenn Wind ist, Parce que sinon, dann geht das lorsqu'il y a du ständig vent an und et aus. que les feuilles des arbres peuvent déclencher le capteur de mouvement. Und das habe ich so stark hier zu Hause. Voilà. Alors en tout cas, c'est un problème que j'ai qui est très grave, qui est très marqué chez moi. Et donc, j'ai dû tailler mes arbres en conséquence. Oui, bien sûr. Il faut bien sûr tailler les arbres autour pour que on n'ait pas de problème de capteurs. Et donc, on a effectivement les espaces verts qui s'occupent de tailler les arbres en conséquence. Bien sûr, c'est vrai que c'est un point qu'il faut quand même prendre en considération dans ce genre de projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent aussi d'autres personnes? Sinon, doucement, je vais avancer vers la conclusion de la discussion. Alors moi, je suis assez radicale, hein. C'est une fois, 2 fois, 3 fois, coup de marteau, pas de question. Donc, non, je pense que vous avez tous eu la possibilité de poser les questions, du moins déjà de suivre les débats, parce que ça permet aussi de voir beaucoup de nouvelles choses. Vous avez eu beaucoup de nouveaux exemples, de nouvelles réflexions aussi auprès des administrations des 2 villes, qui ont une approche qui est différente de ce qui est la Smart City, parce qu'elles sont également dans des environnements qui sont différents. Ce qu'on peut dire, c'est que on a vu ensemble comment on pouvait utiliser les techniques numériques pour améliorer les services d'une ville. Monsieur Fossler, Monsieur Richard nous ont bien montré que c'était la préoccupation première de leurs 2 administrations. Également pour rendre les services de la ville plus accessibles aux citoyens, aux citoyennes, que ce soit à Aix
ou à Tübingen. Mais on voit aussi que les mots se transforment, c'est-à-dire qu'on parle de plus en plus des performances des services d'une ville, on parle des usagers et des usagères. Vous voyez que la Smart City, elle redéfinit les relations entre la ville et ses habitants. Et donc, du coup, on a des nouvelles problématiques qui apparaissent. On a parlé de l'inclusion numérique, on a parlé des dangers d'approche qui seraient trop techniques dans la gestion de la chose publique. On peut voir aussi que la question de l'impact environnemental devient centrale dans les différents modèles d'accès et de gestion des ressources, que ce n'est pas toujours facile à mettre en place, qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent et qui peuvent être mises en application. On a vu ces différents thèmes. Également, on a évoqué le thème de la protection des données et de l'acceptation plus ou moins facile ou plus ou moins difficile de certaines technologies par les citoyens et les citoyennes. Et puis, il y a encore beaucoup de questions